qui est expert sécurité chez IBM. La mission est triple, je crois, hein, c'est ça, c'est ce que nous avions envisagé ensemble. La première, c'est de parler des risques informatiques en prolongeant ce qui a déjà été dit par nos collègues. La deuxième, c'est de nous parler en tant que prestataire informatique du rôle de l'assistant de gestion, de l'interlocuteur dans la PME. Quelle relation un prestataire peut avoir vis-à-vis d'un prestataire. Et la troisième, c'est de développer un peu les pratiques, d'identifier les bonnes pratiques en termes de gestion des risques informatiques. Donc, je me présente très brièvement. Je fais partie de l'entité IBM Sécurité. Et ça fait plus de maintenant 15 ans que je suis dans ce domaine. Et ma foi, il est de plus en plus passionnant parce que on est en pleine évolution et donc c'est un sujet tout à fait intéressant et qui doit être pris en compte par toutes les organisations. Donc ma présentation va être la suivante. Je vais vous préciser dans un premier temps quelques éléments de contexte pour bien, vous le savez déjà, mais au moins vous rendre compte de quoi on a affaire, parce que c'est quand même assez grave. Le deuxième point, voir quels sont les enjeux au niveau de la sécurité informatique. Troisième point, faire un petit point sur la partie, donc le fameux règlement européen, et les impacts sur les PME. Et donc, ce qui va nécessiter, donc, par rapport au contexte, plus les exigences réglementaires, de sécuriser les PME. On va voir que ce n'est pas une mince affaire. Et donc, un correspondant sécurité, moi je l'ai appelé sécurité, mais vous, enfin, ça sera celui que vous désignez. Donc, sur la partie sécurité, donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce sont quelques recommandations. Et puis, enfin, quelques conclusions. Donc, pourquoi les entreprises sont attaquées? Vous avez ici une représentation de l'évolution des nouvelles technologies de l'information et des communications dans le temps. On est aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a d'autres collègues qui ont dû faire des présentations sur le cognitif, le big data, l'Internet des objets, ainsi de suite. En fait, ce que l'on voit, c'est que depuis 1997, où l'Internet a été massivement utilisé par les entreprises, avec l'adoption du e-business, de la digitalisation, donc se sont ouvertes vers l'extérieur grâce à l'Internet. Donc ça, c'est la grande révolution. Donc pour des cercles vertueux, tout un tas de nouveaux services qui nous facilitent la vie à tous, en tant que citoyens, étudiants, professionnels. Mais d'un autre côté, ce cercle vertueux a le dark force, le côté obscur de la force. Donc, ce sont tous ces hackers qui exploitent les vulnérabilités qui existent dans les systèmes d'information. Donc, les vulnérabilités, c'est vraiment le cœur des risques de nos clients, hein, de tous nos clients. Donc, il s'avère que depuis la nuit des temps des numériques, tous les systèmes qui sont actuellement en production l'ont été au niveau de la conception sans prendre en compte la sécurité. Donc, de ce fait, ils sont truffés de bugs. Ce sont ces vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des hackers. Et le résultat, c'est prendre le contrôle d'un système, élever les privilèges, exécuter du code arbitraire, accéder à des systèmes qui sont connectés à d'autres systèmes, notamment des bases de données. Donc, ça, c'est le problème que rencontrent toutes les organisations actuellement. Alors aujourd'hui, vous avez vu, cette année, on a eu plein d'attaques, de grandes campagnes avec les WannaCry et puis les NotPetya, qui, elles, alors, bon, pas beaucoup de petites entreprises, mais surtout certaines grandes entreprises.
Je ne sais pas ce qui se passe. Allô? Oui. J'espère que je ne suis pas hackée. Donc, certaines grandes entreprises ont subi, en termes de dégâts, des centaines de millions d'euros, de dollars. Donc là, on a une prise de conscience. Et nos législateurs aussi, parce qu'eux, ils savaient depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils avaient travaillé notamment sur cette loi européenne, donc, qui fait l'objet d'un règlement, donc, avec application effective le 25 mai 2018. Donc, pour faire en sorte que les organisations qui gèrent des données personnelles puissent au moins les protéger. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et puis demain, alors là, dans les règles, il y en a une qui dit qu'il faut chiffrer les données. Arrive une nouvelle petite techno là, qui s'appelle le quantum technology, qui fait que en une seconde, on pourra casser les clés asymétriques, donc soit déchiffrer des systèmes, soit casser, pour pouvoir accéder à des systèmes en récupérant le bit-clé qui n'était pas possible de deviner, puisque les systèmes asymétriques sont fondés sur la factorisation des nombres premiers. Donc il y en a une qui est publique, l'autre qui est secrète. Et pour trouver, à partir d'une clé, de la partie publique, pour trouver la clé secrète, il fallait des millions d'années de calcul. Avec Quantum, ça va passer à une seconde. Donc le chiffrement c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faudra mettre en place d'autres mécanismes pour s'assurer que les données n'ont pas été accédées par des personnes mal intentionnées. Donc ça donne quoi au niveau de l'impact des attaques? Il faut voir que donc les hackers, vous avez des hackers d'État, donc pour faire de la cyberguerre, mais vous avez des mafias qui sont organisées, l'objectif étant de piquer du fric. Et ça fait quelques années qu'ils innovent en termes de vecteurs d'attaque. Bon, je ne vais pas tous les énumérer ici parce que le temps passe, mais vous en avez une qui touche principalement les PME. Ce sont ce qu'on appelle les ransomware. Donc, là, malheureusement, ça peut faire de gros dégâts, y compris, surtout dans ce type d'environnement. Donc, le problème qu'on a, c'est que compte tenu du fait que les vulnérabilités des OS et des applications sont en pleine croissance, la tendance ne va pas diminuer. Donc, quels sont les principaux enjeux de la cybersécurité? Alors, on a des attaques que l'on voit tout de suite, comme les ransomware ou les attaques en déni de service, mais il y en a d'autres, on ne les voit pas. Elles sont là pendant, en moyenne, 8 mois dans les organisations. On ne sait pas. Et quand dans 90% des cas, celui qui détecte l'attaque est quelqu'un qui est extérieur à l'organisation. Donc, c'est quand même un gros problème. Donc, le problème des organisations, c'est de savoir est-ce que je suis victime de ce qu'on appelle les attaques furtives. En anglais, c'est les APT. Donc ça, c'est le premier point. Comment faire pour minimiser, éviter les APT? Le deuxième point, c'est les erreurs humaines. On a beau être extrêmement bien sécurisé. Il y a certains fondamentaux qui ne sont pas encore rentrés dans la pratique. C'est, par exemple, la faiblesse des mots de passe. Le problème, c'est que là, c'est de la communication. C'est très important de pouvoir sensibiliser tous les collaborateurs aux risques cyber. Parce que, par exemple, il arrive très souvent, on est tous multifacettes, hein, on est consommateur, on est employé. Quand on était jeune, on était étudiant. Après, on sera retraité. Et comme on utilise tous le e-business, on a tous plein de mots de passe un peu partout. Et puis, on en a aussi dans les organisations. Et
En général, que font les gens ? Pour plus de commodité, ils utilisent le même mot de passe. Donc, les hackers le savent. Si jamais il y a un site de e-commerce qui est hacké et après on prend le même mot de passe pour accéder sur le site de l'Éducation nationale, la partie intranet ou ailleurs, vous comprenez que vous mettez à risque l'organisation. Donc ça, c'est des choses à communiquer aux employés en leur disant, s'il vous plaît, si vous voulez, à titre personnel, et même là, ne mettez pas les mêmes mots de passe partout, mais pour éviter que dans l'organisation, on utilise le même mot de passe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore pire, et ça, on le voit tous les jours, c'est les erreurs d'administration, par exemple, de systèmes de bases de données. On pense qu'on a verrouillé l'accès d'une base de données à l'extérieur, mais non, toutes les données sont accessibles sur Internet. Et juste pour vous donner un exemple assez flagrant, parce qu'on a les informations américaines, avec eux, ils ont depuis longtemps la Data Breach Notification. Nous, on ne l'a pas encore. Avec le RGPD, ça va changer. Mais vous avez eu, par exemple, tout le fichier électoral américain qui s'est retrouvé visible sur le cloud AWS parce que la personne qui a uploadé le fichier n'a pas pris les précautions de protection alors que c'était proposé par le service. Donc là, il y a quand même des gros problèmes. Innovation. On est là, on est en plein dedans, donc tout ce qui est digitalisation avec le mobile, l'IoT, les clouds. C'est très bien les clouds, mais il faut bien les utiliser. Après la conformité, on a vu il y a des règlements européens, voire sectoriels, que l'on doit appliquer. Et puis, on travaille tous dans un univers contraint qui est celui du déficit de spécialistes. Il n'y a pas assez de... Alors là, ça tombe très bien que vous soyez là, parce que des spécialistes en cybersécurité, il en faut. Il en faut. Aujourd'hui, alors bon, c'est bien pour les spécialistes sécurité qui existent déjà parce que leur salaire monte en flèche, mais compte tenu de la rareté, mais franchement, il en faut. Et vraiment, il est important que vous puissiez former des spécialistes en cybersécurité à tous les niveaux. Donc, y compris BTS, DUT, écoles d'ingénieurs. Il y a certaines écoles d'ingénieurs qui, encore l'année dernière, n'utilisaient pas le terme sécurité informatique. Donc, c'est quand même problématique. Donc, le RGDP, Règlement européen et les PME. Donc, l'objectif, c'est de permettre à nous, les individus, qui sommes multifacettes, on est tous des consommateurs, donc nos données, elles sont sur tous les sites e-commerce, les GAFA. On est des citoyens, on est des étudiants, des employés, des retraités en fonction de qui on est. Et l'objectif, c'est de permettre à nous, les titulaires de données, de reprendre le contrôle sur nos données personnelles, qui sont éparpillées auprès des différentes organisations qui gèrent ces données. Date d'application, on a dit mai 2018. C'est-à-dire qu'à partir de mai 2018, les organisations qui n'ont pas démontré leur conformité peuvent subir des sanctions qui sont très importantes. Alors, il faut voir qu'en France, la présidente de la CNIL avait fait une annonce, plutôt un appel en novembre dernier en disant qu'ils avaient fait une étude et qu'il n'y a que 10% des sociétés françaises qui étaient qui devraient être conformes à terme. 10%. Donc on est quand même loin de là. Les Allemands, ils sont tous prêts. Les grandes organisations américaines qui manipulent des données personnelles d'Européens, parce qu'il s'agit des données européennes, elles aussi sont prêtes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la GDPR parce que je peux passer des heures. En fait, le titulaire des données personnelles devra donner son consentement à chaque fois que
ces données sont rentrées dans un système. Et ce qui veut dire que le patron des traitements, le responsable des traitements, est obligé d'énoncer où vont aller ces données. Donc, s'il n'est pas content que ces données elles soient traitées, par exemple, par telle filiale en Inde, ça peut poser problème. Le deuxième, c'est qu'il pourra prétendre aussi au droit à l'oubli. Ce qui veut dire d'effacer les données, non seulement sur toutes les données de production, mais aussi sur toutes les données d'archivage. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est le plus compliqué. Après, il a le droit à la transparence, il peut exiger la preuve. Ils ont 1 mois pour répondre, les organisations, sur qui accéder à mes données et est-ce que ces gens étaient légitimes au niveau de l'accès. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, traçabilité. Après, il faut voir que, quand vous regardez le texte, n'est applicable que les entreprises, que les organisations qui ont plus de 250 salariés. Donc les PME, c'est jusqu'à 250. Mais si vous avez une PME qui est fournisseur d'un grand groupe ou d'un groupe supérieur, je prends par exemple une société événementielle qui fait des événements, donc qui récupère plein de données sur plein de VIP sur des événements, il est clair qu'il dispose de tout un tas de données personnelles, de par le fait que la GDPR s'applique aussi aux sous-traitants, même si le sous-traitant a moins de 250 personnes, eh bien, il devra assurer qu'il protégera bien ces données. Donc ça, c'est un point important. Parce que au niveau de la co-responsabilité, ça coûte cher. Donc après, on a la notification, obligation de notification dans les 72 heures, donc à la CNIL, puis aux titulaires des données qui ont vu leurs données fuitées. Création d'un DPO, Data Privacy Officer, et puis en cas de non-conformité, donc c'est le bâton qui va faire en sorte que les organisations elles changent, c'est le paiement de 4% du chiffre d'affaires global. C'est énorme. Vous prenez un Carrefour, vous tuez Carrefour avec 4% du chiffre d'affaires global. Ils font une marge de 1%. Bon. Alors, ça, c'est pour les PME. Alors, pour les PME qui sont locales et qui travaillent avec d'autres PME, vous allez dire, ok, c'est pas grave. Or, les PME, malheureusement, c'est celles qui sont les plus sensibles aux cybermenaces. Et on l'a vu. Là, il y a eu un cas où c'était au mois de... C'était quand? C'était en novembre, je crois. Enfin, c'était ça. Non, en septembre. Vous avez une petite boîte au fin fond de l'Auvergne qui a fermé la porte parce que toutes ces données ont été chiffrées au niveau serveur et tout. Et ça pose quand même des problèmes. Et il n'y a pas que eux, il y en a d'autres. Donc, comment on va sécuriser le SI des PME? Alors, les PME, donc on passe elles sont passées du modèle château fort au modèle aéroport. Donc, c'est-à-dire que tout est ouvert, avec des zones plus ou moins fermées, mais est-ce qu'elles ont les moyens à protéger les zones fermées? Ce que l'on voit, c'est qu'on a beaucoup de PME qui, par commodité, se sont mises à adopter le cloud. Et parce que c'est pratique, c'est sécurisé, parce que en général, les prestataires cloud, ils mettent en place les contrôles qu'il faut bien, à condition d'y avoir souscrit. Parce qu'il y en a plein qui utilisent des prestataires cloud et qui ne souscrivent pas les contrôles de sécurité. Donc,
ils sont aussi leurs données sont accessibles facilement de l'extérieur, et puis aussi parce que le mode de calcul financier, donc c'est des frais de fonctionnement et pas de l'investissement. Donc, pour protéger la sécurité dans ces cas-là, il faut des SLA, donc des contrats, et c'est clair que côté PME, il faut des gens qui puissent négocier avec tous ces prestataires pour pouvoir s'assurer que les bonnes clauses figurent dans le contrat. Après, pour le SI traditionnel, interne, il faut mettre les fondamentaux de la sécurité. Je peux vous énumérer toute cette liste, mais il y a N choses à faire. Enfin, de toute façon, je vous donne la présentation. Donc, tellement de choses à faire avec des spécialités différentes que c'est vraiment difficile. C'est ce que l'on constate au niveau des PME, à avoir ces spécialistes. On ne les a déjà pas dans les grandes organisations. Donc, dans les PME, c'est encore plus compliqué. Donc, problème de disposer des compétences alors qu'on est en pénurie de compétences pour appliquer ces processus. Est-ce que c'est bien raisonnable? Alors, dans ce contexte, alors c'est ma recommandation et la recommandation aussi d'IBM, c'est faciliter les usages du cloud parce que là, derrière, il y a des professionnels qui gèrent ces aspects-là aussi. Donc, quelles sont les principales fonctions d'un correspondant sécurité dans une PME? C'est déjà lui donner les moyens pour définir sa politique de sécurité en fonction des réglementations et puis des risques métiers de chacune des organisations. Donc ça, c'est important. Il faut pouvoir mettre en place des campagnes de sensibilisation des collaborateurs sur la cybersécurité. C'est très important. Ne pas penser avant de cliquer sur un lien ou sur une pièce jointe envoyée par quelqu'un soi-disant de confiance. C'est important. Les histoires de mots de passe, là, dont on parlait. S'assurer que tous les contrôles sont bien exécutés, à la fois dans les clouds et au niveau du SI. Et puis, pouvoir aussi apporter la conformité par rapport à la politique de sécurité. Alors, il faut voir que c'est du travail à plein temps, cette partie sécurité, et elle pourrait être partagée entre plusieurs organisations. Puisque de toute façon, les organisations, là, c'est vraiment du fonctionnel, et on pourrait avoir une personne qui, compte tenu du fait qu'on est en pleine pénurie, pour bien servir le tissu des PME, c'est de partager cette fonction entre plusieurs PME. Donc, s'assurer au niveau des clouds qu'ils respectent bien la GDPR, et puis aussi, une fois qu'on a fait ça, on pourra négocier avec une assurance pour prendre en compte ce risque. Il faut voir que les assurances offrent ce type de service, mais elles ne l'offriront pas à une société qui est complètement immature au niveau de la sécurité. Donc il faut déjà un certain niveau de maturité, donc d'organisation avec un spécialiste et puis des contrats en bonne et due forme pour arriver à ce niveau-là. Après, donc pour conclure, il faut voir que on a vu les PME sont les plus vulnérables par manque de moyens et donc à la fois les compétences, les processus et l'outillage pour faire face aux cybermenaces. Après, donc le poste de correspondant en sécurité devient une obligation actuellement et peut être partagé. Et il est important de pouvoir souscrire au cloud avec prendre en compte au niveau contractuel tous les points de contrôle nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité
à la voie réglementaire et en fonction du risque métier de la PME. Parce que la PME aussi, il y en a plein qui sont innovantes et il faut protéger leur capital intellectuel. Après, donc, souscrire l'assurance contre les cybermenaces et tout ceci pour permettre aux PME de faire leur boulot, c'est-à-dire d'innover en toute confiance et ce, dans le respect de la réglementation. Et tout ça pour éviter les dépôts de bilan parce que bon, ça nous, comment il s'appelle c'est la grosse société là, à côté, Saint-Gobain. Ça leur a coûté 300 millions, mais ils sont toujours là. Une PME, elle a ce type d'attaque, elle sera plus là le lendemain. Voilà, mais j'en ai fini. Merci beaucoup. Vous vous demandiez peut-être pourquoi on était chez IBM, tout simplement parce que l'expertise que vous nous avez présentée est irremplaçable, avec cet effort, effectivement, cette attention portée sur la PME en tant que prestataire sécurité. Merci beaucoup.